On était venu en catamaran pour les paysages des Bouches-de-Kotor. On a trouvé bien mieux. Entre le génie de leur tactique militaire, une découverte culinaire incroyable, une île de pierres et d'épaves, on s'attendait à rien d'exceptionnel, on avait tort. Nous voici bientôt à l'entrée des Bouches-de-Kotor. On arrive au Monténégro, on est parti hier matin vers 9h, c'est ça? C'est ça. Et on a mis 29 heures pour rejoindre le Monténégro. Donc, si je vous montre mes petits yeux, ils sont fatigués. La nuit s'est bien passée, hein, on s'est relayé, mais c'est vrai que William a fait quand même une bonne partie de la navigation nocturne. On s'est relayé à 5 heures. Ouais. Mais c'est moi qui commence. Donc toi, tu vas te coucher vers 21h. Là, tu as voulu rester à mes côtés. Mais non, j'avais pas sommeil. Et j'ai eu sommeil à 5 heures du matin. Ça tombait bien, c'était l'heure à laquelle je me réveillais. Une bonne partie à la voile toute la journée d'hier. Par contre, vers minuit, on a mis les moteurs parce qu'on n'avançait plus du tout. Et là, il y en a radidada des moteurs. On se dirige vers le port de Zalanica où on fera les formalités d'entrée puisqu'on quitte l'Europe quand on rentre au Monténégro. C'est pour ça qu'on a mis aussi le pavillon jaune qui signifie qu'on n'a pas encore fait les formalités douanières. William a déjà prévu l'amarrage pour le quai des douanes. Après, ils ont des horaires, donc c'est pour ça aussi qu'on est passé au moteur. On est dimanche et puis ils ferment en plus, je crois, entre 15 et 17 heures. Donc je voulais arriver avant 15 heures pour faire les formalités. Et ensuite, ça nous laissait le temps de trouver un mouillage pour aller dormir. Bon, on vous racontera la suite tout à l'heure. Vestige de la Seconde Guerre mondiale, c'est là qu'autrefois étaient pratiquées la torture et les interrogatoires. C'est aujourd'hui un complexe hôtelier avec héliport. Et on a une suite disponible de 122 mètres carrés qui est à 1 931 €. Je crois qu'on va dormir sur Attikik. Petit déjeuner compris? Petit déjeuner compris, tout à fait. Ah bah tu vois. Mais on va quand même dormir sur Attikik. Pour entrer au Monténégro par la mer, le capitaine doit impérativement se présenter seul aux autorités dans un port d'entrée officiel. Il faut s'amarrer à quai sans avoir mouillé au préalable. Le capitaine doit fournir les documents du navire et obtenir le feu vert officiel avant que l'équipage ne débarque. Le poste de police est juste là. Tu passes à la police où ils prennent ton passeport et tous les documents. Ensuite, ils t'envoient au Harbour Master. Ils ont tout photocopié, nos passeports, les documents du bateau, l'assurance. Il a en plus fallu que je fournisse comme quoi on était propriétaire de la société, parce que le bateau appartient à la société. Ils m'ont donné pour une semaine 2 petites vignettes que je dois coller, et voilà, de chaque côté du mât. Le policier m'a bien expliqué, il me dit « Tu restes combien de temps ?» Je lui dis « Une semaine. » Il me dit « C'est mieux de le mettre. » Il me dit « Et puis après, t'as combien de temps pour repartir ?» Je dis « J'ai mis 29 heures pour venir. » Il me dit « Bah, t'auras 29 heures pour le nettoyer. » Je pense que ça doit être très difficile à enlever une fois que c'est collé. Il y a un document qu'il faut qu'on conserve avec nous pendant la durée du voyage. Ça, c'est fait. Il faut enlever le pavillon jaune, coller ça et on peut partir. Je veux pas le coller trop parce que pour le nettoyer, je pense que je vais galérer. Et maintenant, je peux enfin aller à terre. La région a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Les Bouches-de-Kotor sont parfois considérées à tort comme le fjord européen le plus méridional. En réalité, elles n'ont pas été formées par le passage des glaciers, mais constituent un canyon en noyer qu'on appelle une ria. Voici notre premier mouillage près de Tiva et des chèvres pour une vraie nuit d'un sommeil récupérateur. Mais notre réveil a des allures fantomatiques. Le brouillard disparaît peu à peu, nous levons l'ancre pour nous enfoncer davantage dans les Bouches-de-Kotor. La vitesse de navigation est limitée à 10 nœuds à l'intérieur de la baie. On distingue 4 golfes. Le golfe de Herceg-Novi, situé à l'entrée de la baie côté mer Adriatique. Le golfe de Tiva, le plus grand et le plus large des 4. Le golfe de Rizan, situé tout au nord, là où nous nous dirigeons. Et le golfe de Kotor, situé au fond de la baie,
dominée par les montagnes et la cité médiévale de Kotor. Ces golfes sont profonds de 40 à 60 mètres et reliés entre eux par de profondes passes. Détroits resserrés, profondeur contrôlée, flancs rocheux imprenables, les bouches de Kotor sont un verrou maritime naturel. Toute flotte ennemie s'y retrouvait piégée à portée de canon. Vous n'êtes pas convaincu? Alors écoutez bien. Dès le Moyen-Âge, Venise ne laisse rien au hasard. Pour interdire l'accès aux bouches de Kotor, un dispositif militaire redoutable est déployé. Des chaînes massives tendues entre les rives, capables de bloquer physiquement toute flotte ennemie. Sur les hauteurs, des tours de guet scrutent chaque mouvement en mer. Les bouches sont un piège effroyable. Les canons positionnés sur les flancs rocheux dominent l'intégralité du couloir maritime. Toute tentative de forçage expose les navires à des tirs plongeants dévastateurs, sans possibilité de manœuvre. Toujours pas convaincu de la position stratégique de la baie de Kotor? À une autre époque, pendant la Première Guerre mondiale, la marine austro-hongroise fait des Bouches de Kotor sa principale base navale en Adriatique. Le site offre une protection naturelle exceptionnelle contre les torpilles et les raids alliés. Les eaux profondes accueillent cuirassés et sous-marins à l'abri des regards. Un sanctuaire militaire que les Alliés ne parviendront jamais à neutraliser complètement. Et dans les années 1970, la marine yougoslave creuse en secret 3 tunnels dans les falaises de la péninsule de Loustica, à l'entrée des Bouches de Kotor. Objectif, dissimuler sous-marins et vedettes lance-torpilles aux satellites et avions espions. Mais ça, nous le vivrons en immersion un peu plus tard dans la vidéo. Le temps d'une plongée dans l'histoire et nous arrivons à notre mouillage dans le golfe de Rysand. Pour nous aussi, cette position est stratégique. Elle va nous permettre d'approcher les 2 îles qui nous avaient déjà interpellés cet hiver. Regardez ce miroir. Quel plaisir de fendre cette eau en annexe. L'île Notre-Dame-de-Rocher qui se situe en face de Péraste. C'était très sympa. Nous sommes les premiers sur l'île. C'est une île qui est complètement artificielle, qui a été construite au XVe siècle. Alors pourquoi elle a été construite? J'ai trouvé des petites histoires dessus. On t'écoute. Au XVe siècle, le 22 juillet exactement 1452, un pêcheur aurait trouvé une icône de la Vierge sur un rocher. Il aurait pris l'icône, il l'aurait ramenée chez lui, mais le lendemain, elle aurait disparu. Mince alors. Et il l'aurait retrouvée à nouveau le lendemain sur le rocher où il l'avait pris. Il a fait plusieurs fois la manipulation, et à force, ils se sont dit que la Vierge voulait être à cet endroit-là, et donc les habitants ont construit cette île avec des vieux bateaux et des cailloux pour ensuite créer une église dessus et mettre l'icône de la Vierge puisque c'est là qu'elle voulait être. Elle est sympa ta petite histoire. L'église en elle-même, il y a juste une nef, il y a le musée. Ma foi, le musée, j'ai été franchement déçue. C'est très hétéroclite, hein. Ils ont rassemblé, je pense, tout ce qu'ils ont pu trouver comme pièces assez anciennes. Les poulies sont bien faites, le coffre en bois est magnifique. Moi, j'ai bien aimé. Ça semblait être un peu bric-à-brac. Donc là encore, on est parti de bonne heure. Heureusement qu'on avait l'annexe pour arriver avant les touristes. Hein. Voilà, il faut savoir qu'à 9h, c'est un déferlement de touristes. L'île de Saint-Georges ne se visite pas. Le monastère n'est pas ouvert au public. Au XIXe siècle, pendant l'occupation française, un officier qui s'est amouraché d'une jeune fille de Péraste, qui est décédé, et il a décidé de passer sa vie sur l'île en gardant une bougie allumée. Et quand ce monsieur est décédé, la bougie s'est éteinte. Ça te donne des idées si je décède la première. On voit bien que ça a été remblayé. L'excursion est maintenant terminée. Reprenons l'annexe pour poursuivre notre route dans les Bouches de Kotor. Et c'est un moment marquant qui nous attend pour la pause déjeuner. Surtout, restez avec nous pour ne rien rater. Pour ce déjeuner, je te propose une expérience culinaire. Et ce n'est pas moi qui cuisine. J'attire juste l'attention sur la position des verres sur la table. On n'a jamais mangé aussi près d'Atypique. Nous sommes sur un restaurant flottant. On a le bateau juste à côté. Nous avons donc le Starlink pour pouvoir traduire les menus. Voilà, une bouteille de vin qui a vieilli au fond de la mer dans les Bouches de Kotor
à une profondeur de 20 mètres. Il te sort une bouteille de vin fraîche, à 16 degrés, je peux confirmer, j'ai vu la température de l'eau. C'est pas baignable, mais pour le vin, c'est bien. Ça sent bon. Tu sais ce qui manque avec les vidéos? C'est que les gens peuvent pas avoir le plaisir de boire du vin comme ça. Ils n'ont pas le goût. Smoked cheese, rosemary and paprika. We have prosciutto, our homemade sausage, and sausage with paprika and spices, and our homemade olives. C'est bon, hein? Il est particulier, hein, on sent un petit coup de... pas d'iode, mais de... mer. Un fromage paprika, ouais. Un fromage romarin, très très bon. Et un fromage avec un petit goût de fumée, excellent. Les fromages par eux-mêmes n'ont pas un goût fabuleux, par contre le mélange avec les herbes est fabuleux. On ne peut pas. Et voici nos moules. On est bien ou on n'est pas bien? On est bien comme tout le monde. Merci Roger. C'est très simple, hein, les coquilles de moules retournent à la mer. Nettoyage de table très rapide. C'est pas donné, mais ça vaut le coup. Il n'y a pas aucun regret pour moi. C'est un vrai moment de plaisir, de détente. Le service est maximal. Ils sont venus nous chercher avec leur annexe. On a la bouée, c'est très convivial, tout le monde parle avec tout le monde. Le principe de voir sa bouteille de vin sortir de la mer, ses moules sortir directement de la mer, il n'y a pas plus court comme circuit. Autre surprise aussi, c'est le manque d'iode dans les moules. Ils sont pas salés, iodés je vais dire, mais c'était bon quand même. Et la dégustation de fromage et de charcuterie, mais surtout de fromage, je valide. Ouais, alors moi je serais plutôt, je valide la charcuterie. Bam. Alors, on est français, hein, du fromage c'est du fromage et eux ils ont un fromage aromatisé à différents goûts. La base de la pâte de fromage est sensiblement similaire à tous Tout à les fait, fromages que j'ai pu goûter. C'est vrai que ça remplace pas un Saint-Marcelin. Je serais pas allé sur le Saint-Marcelin, je serais allé sur le Saint-Nectaire, hein, je pense à Marie-France dans ces moments-là, moi. Qui me ramène assister à un spectacle. Hein. La gentillesse du personnel est exceptionnelle. Donc un restaurant simple, typique, une adresse à retenir, même si son prix peut paraître un peu élevé. Mais franchement, si c'était à refaire, sans hésitation, moi, je reviendrai. Maintenant, c'est pas que le vin nous monte à la tête, mais on va faire une petite pause parce que j'ai un webinaire en ligne d'ici quelques minutes. Et après, on prend la route pour rejoindre Kotor, au fond de la baie. Je peux pas prendre la route pendant que t'as ton webinaire? Si tu veux, oui. Oui. Ok, c'est parti. À plus. La ville de Kotor, où on avait déjà été au mois de décembre, est splendide et vue de mer, c'était très beau aussi. Voir les remparts depuis la mer, on se rend bien compte de la difficulté qu'ils ont dû avoir à échafauder justement tout ce chemin fortifié. Pour l'instant, c'est très facile de naviguer dans les bouches de Kotor parce qu'il y a très peu de clapots. Bon, il y a très peu de vent aussi, donc c'est du moteur, mais de l'autre côté, ça permet de découvrir ce paysage. Ce que je trouve bluffant et ce que j'avais déjà aimé, nous étions venus en hiver, ce sont les villages à fleur d'eau au pied des montagnes. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour les habitations, hein. La montagne est vide derrière et justement c'est ce qui fait tout le charme des bouches de Kotor. On est justement au mois d'avril et la température est franchement très agréable. Alors un tout petit mot sur Porto Montenegro, on y a fait une escale juste de quelques heures. Alors Porto Montenegro déjà, c'est le Monaco du Monténégro. Et ça porte bien son nom. Beaucoup de boutiques de luxe. Le port justement est prévu pour accueillir les yachts et les méga yachts jusqu'à 250 mètres de long. Le prix pour atypique, alors on n'y a pas dormi mais j'ai regardé, c'est 92 € la nuit en ce moment, qui n'est pas non plus déconnant au niveau du tarif par rapport au style de la marina. On a la capsule de cire qui recouvre tout le goulot. J'ai enlevé le bouchon de cire. Deuxième étape. Ça sent bon.
Eh bien, opération tunnel sous-marin terminée. On est rentré à temps. On a bien fait d'y aller de bonne heure parce que il pleut maintenant. Et on est parti en annexe, on avait 6000 à faire. On a mis 15-20 minutes. On savait que notre temps de visite allait être court à cause de la météo. Il nous annonçait de la pluie et du vent. Les dimensions estimées, parce que ça n'a jamais vraiment été mesuré officiellement, c'est 100 à 120 mètres de long pour une largeur de 6 à 8 mètres. Donc avec l'annexe, ça passe très bien. Il y a des galeries dedans, donc ces tunnels ont été construits dans les années 60 pendant la guerre froide par la Yougoslavie pour mettre des sous-marins et des bateaux rapides de manière à protéger la baie de Kotor. Ces tunnels, on ne les voit pas ni de la route, ni par voie maritime. Maintenant, ils sont dégagés, donc c'est vrai que quand on passe par la mer, on peut apercevoir l'entrée, mais au départ, c'était totalement camouflé. D'ailleurs, c'était camouflé avec des rochers en polystyrène qu'ils avaient reconstruits. Et qui sont posés sur des bras articulés. Donc quand ils refermaient les bras, avec les rochers qui sont dessus et tout, on ne voyait pas du tout, ça faisait vraiment la montagne. L'idée, c'était d'être caché aussi des satellites, de manière à ce qu'on ne sache pas où ils sont. Et pendant les événements de la guerre de Yougoslavie en 1990, ces tunnels ont été remis partiellement en activité. Aujourd'hui, ils appartiennent toujours à l'armée monténégrienne, mais ils sont totalement abandonnés et servent de visite touristique, essentiellement. Aujourd'hui, de toute manière, ils seraient trop petits pour accueillir les nouveaux sous-marins qui existent. Donc ces tunnels sous-marins sont déjà impressionnants. Ils sont bien cachés dans la montagne. Et c'est comme dans les films. Mauvais temps, on a prévu de rester à bord, de ne pas trop bouger. Si on voit un peu plus loin, nos projets sont peut-être en pointillés. La Croatie. Je vais commencer à bosser un peu le sujet aujourd'hui, voir si on fait un tour en Croatie. On a encore un peu de temps avant de récupérer nos premiers croisiéristes. Le bouchon est très mignon. Ah, t'as gardé le bouchon? Oui. Donc on a un bouchon à bord en plus. Non, on a 2 bouchons. Ah bah oui, on a bu 2 bouteilles.